Je me suis trompé. Merci. Ça sonne bien, de la science, vous trouvez pas? C'est certainement pas le premier commentaire que vous vous êtes dit, et c'est tout à fait normal. La science et la musique, c'est très rare qu'on peut faire le lien entre les deux domaines. On a souvent l'impression que c'est complètement à l'opposé dans notre société. Pourtant, nous, c'est deux choses qui nous habitent et qui nous passionnent l'un autant que l'autre. Comme le dit Denis François, l'histoire, en fait, c'est qu'on étudie dans un programme double. Et la très grande majorité du temps, quand on parle de notre programme aux gens, on se fait répondre par des gens qui se grattent la tête, par des gens qui nous trouvent donc bien bizarre d'aimer les deux sphères qui semblent si éloignées que ça. Ça donne lieu parfois à des petites situations un peu cocasses. Par exemple, quand on se promène avec notre gros manuel de biologie dans le département de musique, on se fait lancer des petits regards en coin. Qu'est-ce qu'ils font là, eux autres, là? Puis la guitare, c'est le fun parce qu'on peut la déplacer, mais dans le département des sciences, on a de l'air fou un peu avec un case de git. Donc, à force de se faire poser ces questions-là, d'avoir ces regards-là qui sont dirigés vers nous, on s'est demandé pourquoi les liens entre la science et la musique pourraient pas être plus clairs. Parce qu'on sait qu'il y en a, mais on voulait le montrer aux gens qu'on n'est pas fou, on n'est pas bizarre d'aimer les deux sphères. Alors, animé de cette énergie-là, on était tellement convaincus qu'on est allé parler à nos profs de sciences, on est allé parler à nos profs de musique, on a lu, on a recherché, et on est arrivé à un constat très intéressant. Et si la musique, c'était le pont entre le monde des arts et le monde des sciences? En fait, la musique existe depuis extrêmement longtemps. Le premier instrument remonte à l'arc musical, à la préhistoire. Mais c'est depuis relativement récemment que c'est la science qui a permis de comprendre tous les phénomènes impliqués pour que vous puissiez entendre de la belle musique. Une fois que la science a compris cette musique-là, elle a pu devenir un outil dans cette même science et dans notre vie de tous les jours. Mais pour bien comprendre de quoi on vous parle, de musique, de plein de choses, plein de termes, on va commencer par se mettre à niveau. Il faut dire que la musique, c'est un regroupement de sons. Donc, c'est plusieurs sons. Des sons, ça marche quand on parle à des mathématiciens ou à des physiciens, mais quand on parle à des gens, et surtout des musiciens, on parle de notes. Alors, à sa plus simple expression, allons-y avec une note, et pas n'importe laquelle, j'ai nommé Gustave. Gustave, c'est pas une note comme les autres, puisqu'il part en voyage. Il part de ma guitare et il se rend dans votre sourire en plusieurs étapes faciles. Donc observons ça d'un petit peu plus près. Puis là, on se rappelle à toutes les coups, c'est de la musique, c'est pas de la science. En fait, vous allez le découvrir. Bon, Gustave n'est pas un voyageur comme les autres. Gustave, il voyage pas en avion, ça lui prend un milieu pour se propager. Par définition, un son, pour ceux qui ne le savaient pas, on parle d'une perturbation dans un milieu. Donc, un peu à la manière d'une goutte d'eau dans un étang calme. Qui dit perturbation dans un milieu dit milieu. Donc, s'il n'y a pas de milieu, ben, il ne peut pas avoir de Gustave qui se propage. Donc, dans le vide, on n'entend pas les explosions de Star Wars. Dans l'espace, c'est pas vrai. Ça prend un milieu, que ce soit un solide, que ce soit de l'eau, que ce soit de l'air, ça prend un milieu pour que ça se propage. Maintenant, observons ça d'un petit peu plus près. Bon, je vais dire des gros mots scientifiques, stressez pas, c'est pas très compliqué. Comment ça fonctionne? Je vous parlais de perturbation. Donc, à l'origine d'un son, ça prend quelque chose qui vibre, que ce soit mes cordes vocales, que ce soit la corde de ma guitare, que ce soit la membrane d'un haut-parleur. Ça prend quelque chose qui vibre et qui va faire osciller les molécules du milieu en question.
Bon, donc il va y avoir des variations de pression. Donc ça va se faire comprimer, il y avoir une zone de compression et une zone de décompression, et ainsi de suite. Ça va se déplacer de manière longitudinale jusqu'à votre oreille. Fini les grands termes scientifiques. Il y a 4 paramètres qui vont influencer le voyage de notre ami Gustave. Premièrement, sa hauteur va être déterminée par la quantité d'oscillation qu'il va avoir sur votre tympan en 1 seconde. On peut parler de longueur d'onde ou de hertz dans le monde des sciences. 1 hertz égale 1 oscillation sur votre tympan par seconde. Donc, par exemple. Donc ça, autrement dit, c'est si les notes vont être aiguës ou graves. Si je vous joue des notes aiguës sur le piano, ça sonne comme ça. La note la plus aiguë du piano est à 4186 Hz. Donc, il y a des variations de pression 4186 fois sur votre tympan en 1 seule seconde. Et si je vous joue des notes très graves, fais-nous la grosse grave. 27 vibrations sur votre tympan par seconde. Le deuxième paramètre qui va influencer le voyage de notre ami Gustave, c'est son intensité. Donc, c'est tout simplement, pratiquement, la force avec laquelle ça va vibrer sur votre tympan. On en parle en décibels. Oui, c'est tout simplement le volume. donc si je vous joue quelque chose de pas très fort, ou au contraire, si on joue quelque chose de plus fort. Paramètre numéro 3, la durée. Combien de temps est-ce que ça va vibrer sur votre tympan? Et quatrièmement, et non le moindre, même si les 3 premiers paramètres sont respectés, ce qui fait que votre oreille peut reconnaître le La de ma guitare, Ou bien le La de mon piano. c'est que, très longue histoire, très courte, quand un son est régulier sur votre tympan, on parle d'un son pur. Mais par contre, les instruments de musique, eux, donnent des sons complexes qui est une addition de sons purs. Vous avez peut-être déjà entendu le mot harmonique, c'est de ça qu'il est question. Un instrument, c'est fait de matériel, c'est fait dans une forme particulière, et ces 2 choses-là vont influencer quelle harmonique va être mise de l'avant et quel son vous allez entendre, et ça, votre cerveau le connaît par cœur. Et c'est ce qui fait que vous allez reconnaître un son d'un instrument par rapport à un autre. C'est la régularité des coups qu'il va avoir sur votre oreille, dépendamment de sa conformation. Donc, Gustave atteint votre oreille. Gustave, il passe par tous ces paramètres-là et on est capable de le capter avec des capteurs à son qui sont tous intégrés à l'intérieur de nous, nos oreilles. C'est très bien fait des oreilles et c'est très précis. Pour vous donner un exemple, notre tympan va percevoir une perturbation qui est 10 millions de fois plus petite que la pression atmosphérique terrestre qu'on vit à tous les jours. Donc, c'est très, très bien fait, les oreilles. Et une fois que le tympan a perçu ces perturbations-là, elles se rendent à la cochlée. La cochlée, c'est un petit organe dans votre oreille qui est rempli d'un liquide aqueux et qui est tapissé de cellules ciliées. Et c'est là que ça commence à permettre d'analyser le son. Dans le fond, les cellules ciliées, elles captent le son et c'est là qu'on peut savoir leur hauteur. Donc, si il y a des notes aiguës, ça va être les cellules ciliées en haut de votre cochlée qui vont réagir. S'il y a des notes moyennes, ça va être celles dans la moyenne. Et sans surprise, s'il y a des notes graves, ça va être celles qui sont plus en bas. Donc, une fois que les cellules ciliées ont pu analyser ces sons-là, elles peuvent les transformer en influx nerveux. Et c'est cet influx nerveux-là qui permet au cerveau de comprendre la musique qu'on entend. Donc là, il faut comprendre que les sons, qui sont des ondes mécaniques et sonores, deviennent des influx nerveux et peuvent venir à notre cerveau et créer des réactions chez nous et créer des comportements. Donc, c'est ça qui est incroyable avec ça, c'est que ça part d'un objet, ça part de cordes vibrantes et c'est de l'air qui se déplace. Donc, c'est vraiment impressionnant et on va vous donner un exemple. Si on joue quelque chose en mineur, vous allez tout de suite ressentir une émotion un peu plus triste. Vous allez savoir que c'est mineur. Au contraire, si on vous joue quelque chose de majeur, vous allez tout de suite voir le contraste entre les 2 émotions que ça reflète. Donc ça, ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous écoutez de la musique, c'est incroyable. Ça crée un feu d'artifice. Les influx nerveux entrent dans votre cerveau, se promènent partout dans toutes les zones cérébrales et ça influence beaucoup tout ce qui se passe dans votre cerveau. Il y a beaucoup d'informations qui se promènent en même temps et ça peut être visible physiquement parce que
corps calleux, qui est la seule chose qui relie les deux hémisphères de notre cerveau, va se densifier parce qu'il y a tellement d'informations qui passent dedans, parce que ça se promène d'un côté de l'autre, d'en avant, en arrière, qu'il devient plus dense et qu'il est visible visuellement sur les scans lorsqu'on regarde le cerveau de musiciens ou de personnes qui écoutent beaucoup de musique. C'est à ce point fort, la musique, c'est des ondes qui viennent modifier physiquement votre cerveau. Alors, tous les processus qu'on vient de vous décrire, ça se déroule à environ 3 centièmes de seconde. Gustave se déplace dans l'air à grosso modo 340 mètres secondes et un influx nerveux peut parcourir dans votre cerveau à une vitesse jusqu'à 100 mètres secondes. Donc, c'est fou comment tout ça se déroule vite et c'est tout ce que ça prend pour que vous puissiez apprécier la musique que vous aimez. Donc, ça a pris beaucoup de scientifiques pour comprendre ça, puis pouvoir mettre en lumière c'était quoi la musique dans le fond. Donc, c'est la science qui a compris la musique. Regardons ça d'un petit peu plus près. Le tout premier scientifique qui a mis les balbutiements, qui a regardé son instrument d'un œil scientifique, c'est Pythagore. Celui qu'on a tous détesté en secondaire 2 pour ses triangles rectangles. Mais il n'a pas juste fait des trucs plates à étudier, il a fait des trucs très géniaux. Pythagore, ce qui est fou avec lui, c'est que ses travaux sont l'origine même de tout un pan de la physique aujourd'hui qui s'appelle l'acoustique, qui s'intéresse aux ondes sonores. Ça, rappelez-vous-en, c'est grâce à la musique et à un instrument de musique que l'acoustique aujourd'hui est né. Le principal problème auquel il s'est buté, c'est comment est-ce qu'on peut accorder un instrument à note fixe, comme une guitare ou un piano, toujours de la même manière. Parce que la voix, on peut chanter les notes qu'on veut, mais quand arrive un instrument, il faut arriver à l'accorder toujours de manière juste. Donc, il a calculé. Ce qu'il a vérifié, c'est par rapport à des cordes de même tension et de même matériel, quelle longueur ça prend pour avoir des sons qui sonnent bien et qui sont bien accordés. Donc, il a fait beaucoup de maths et il a calculé ce qu'on appelle l'accord pythagoricien, qui a été génial et qui a permis pendant un millénaire, en fait, à des musiciens de jouer de la musique et c'était très fantastique. Le problème avec l'accord pythagoricien, c'est qu'il ne permettait pas, avec qu'un seul instrument, de faire une modulation. Donc, en français, de passer, par exemple, en Do majeur et en Ré majeur. Donc, ça prend une guitare pythagoricienne pour jouer en Do, une pour jouer en Ré, une pour jouer en Mi. Donc, dans la pièce qu'on vous a jouée au début, ça aurait pris 4 pianos et 4 guitares pour jouer ce petit segment-là d'1 minute. C'est un petit peu exagéré. Deuxième raison de détester Pythagore. Ça a super bien fonctionné pendant un millénaire parce que la musique n'était pas évoluée comme on la connaît aujourd'hui et polyphonique. Au cours du 16e siècle, il est arrivé une révolution dans le monde de la musique. Il y a les tierces et les sixtes qui ont été acceptés. Bon, on va nous en jouer un. OK. Ils vont comprendre. Une tierce. Une sixte. Et une sixte. Ce qui est fou avec ça, c'est que dans les calculs pythagoriciens, la tierce n'était pas tout à fait bien calculée puis elle était un peu fausse. Fait qu'elle a été déterminée comme un son dissonant. Fait que c'est juste plus tard, en fait, qu'ils ont compris qu'elle était mal calculée puis c'est pour ça qu'elle était dissonante. Donc, quand ils ont déterminé que c'était consonant, il a fallu refaire le système et il y a eu plusieurs systèmes proposés. Lui qui nous intéresse, il s'appelle le système de Zarlino, par Gioseffo Zarlino, et il était génial. Il a permis de moduler avec un seul instrument, donc ça prenait plus 3 pianos pour faire 3 modulations, 3 tonalités différentes. Le problème, c'est qu'un instrument qui découlait de ça, c'est l'archicembalo, et il divisait l'octave, donc la distance entre Do et un Do plus aigu, en 36 sous-divisions. Donc, pour faire la comparaison, le piano ici, l'octave est divisé en 12 touches et ça donne 88 touches en tout. Donc, c'est très raisonnable. Le piano de Zarlino, avec ses 36 touches par octave, aurait eu besoin de 263 touches pour un instrument. Donc, c'est assez gros et compliqué à gérer. On pouvait faire mieux que ça. Donc, la palme revient à un mathématicien belge du nom de Simon Stevin. Lui, il est allé avec la pratique, et puisque les mathématiques à son époque et les balbutiements du logarithme étaient inventés, il a pu calculer un ratio qui permettait de diviser l'octave en 12 demi-tons égaux. Et grâce à Jean-Sébastien Bach, qui l'a popularisé au 18e siècle, aujourd'hui, tous les instruments que vous entendez, la musique que vous entendez, est régie par un calcul mathématique de mathématiciens. Donc, on peut dire que l'évolution de la musique a été assez symbiotique avec l'évolution des sciences. Une fois qu'on a compris la musique de cette façon-là, en la voyant comme une science, elle a pu revenir comme un retour de balancier et nous donner des outils très utiles dans la vie de tous les jours. Par exemple, le diapason. Donc, le diapason, ça sert à s'accorder, ça crée une note pure lorsqu'on la frappe sur quelque chose, un son pur, dans le fond. Je vous montre.
Et ça, c'est utilisé par les musiciens et ça a été inventé par un musicien. Rapidement, ça a été pris dans le domaine de la médecine, par exemple en acoumétrie, pour diagnostiquer certaines sortes de surdité et aussi pour diagnostiquer certaines sortes de fractures. Parce que, comme on l'a vu, le son se propage dans un milieu. Donc, si on frappe le diapason et qu'on le colle, par exemple, sur le milieu qui est notre bras, s'il y a des fractures à l'intérieur, ça va faire mal parce que ça va vibrer. Donc, on peut savoir qu'il y a une fracture. Alors ça, c'est une application qui nous provient de la musique et qui n'était pas nécessairement faite pour la science, mais qui a quand même été utilisée dans cette façon-là. Application numéro 2. Là, c'est un très bref survol, hein. Il n'y en a pas juste 3, il y en a vraiment beaucoup. On parle d'effet Doppler. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le nom, c'est ce qui fait, par exemple, que quand vous marchez sur la rue et que vous entendez un camion qui se déplace, ça fait « C'est une manifestation de l'effet Doppler. Longue histoire courte, ce que ça veut dire, c'est que quand on est face à une source sonore qui approche, on a l'impression que le son est de plus en plus aigu. Quand on est dos à une source sonore qui s'éloigne, on a l'impression que le son est de plus en plus grave. À l'origine, Christian Doppler a théorisé cet effet-là en parlant des astres qui changeaient de couleur, dépendamment s'ils s'approchaient ou s'ils s'éloignaient. Mais c'est un scientifique du nom de Boyce Ballot qui a appliqué ça à l'acoustique, science créée par Pythagore et ses instruments de musique. Et comment il a confirmé ça au monde des sons, c'est qu'il a mis des musiciens sur un train de la ligne Utrecht-Amsterdam en Europe. Et c'est comme ça qu'il a prouvé au monde des scientifiques, à l'aide de musiciens, que l'effet Doppler s'appliquait aussi aux ondes longitudinales et aux ondes mécaniques. Plein de termes compliqués, mais ce phénomène-là, couplé au phénomène de l'écho, c'est ce qui est à la base des radars des policiers et aussi des échographies. Donc, c'est un peu grâce aux musiciens que vous pouvez voir votre bébé. Une autre application de la musique dans le domaine de la science, c'est la musicothérapie. Peut-être que vous êtes familier avec le terme, c'est d'utiliser la musique pour donner des soins. Et ça, la musique, on l'a vu, c'est très puissant dans le cerveau. Donc, ça peut créer des comportements et ça peut permettre d'être comme une sorte de thérapie qui va de pair avec les outils qu'on a déjà. Par exemple, dans la santé mentale, en dépression, si on fait ça très simplement, c'est vraiment très simple, au niveau physiologique, il y aurait une diminution de la sérotonine et de la dopamine, deux hormones qui amènent le plaisir. Donc, et aussi une diminution de l'activité neuronale. La musique, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites et ça permet une augmentation de ces hormones-là si c'est une musique que vous aimez beaucoup et que vous appréciez écouter. Aussi, ça fait une augmentation de toute l'information qui se propage dans votre cerveau, donc une augmentation de l'activité neuronale. Alors, ça peut venir vraiment compenser et mis de pair avec tous les outils qu'on a déjà, ça peut être une très bonne manière d'aider la science à s'améliorer. Et ça, c'est pas juste pour la dépression, par exemple, pour l'anxiété et aussi pour les effets physiques sur votre corps. Par exemple, si vous essayez de vous relaxer, il y en a pour s'endormir, ils écoutent de la musique douce, de la musique qui calme. Mais ça sort pas de nulle part. C'est la musique qui a un effet sur votre cerveau, qui a ensuite un effet sur votre corps, qui ralentit votre cœur, qui vous permet d'être plus relax. Donc, ça, c'est aussi au contraire, quand vous voulez vous motiver, vous voulez aller faire du sport ou bien vous avez quelque chose d'important à faire, on écoute de la musique motivante qui nous craint un peu. Ça vient faire un effet aussi physique sur vous. Donc, pensez que ça provient tout d'ondes. C'est des ondes qui proviennent d'un objet, d'une guitare, qui créent ça dans votre corps et dans votre cerveau. Tout ce qu'on vient de vous dire, ce n'est qu'un très, très, très bref survol de l'immense quantité de liens qu'il y a entre le monde des sciences et la musique. Non, nous ne sommes pas bizarres. Il y en a plein. Et c'est très intéressant d'aller s'intéresser à ça et à la quantité de scientifiques qui étaient musiciens et la quantité de musiciens qui avaient des propos très scientifiques. Donc, la prochaine fois que vous allez écouter une chanson qui va vous donner des frissons ou vous mettre la larme à l'œil, pensez que la science, que la musique, c'est le pont entre les arts et la science. Merci beaucoup. Merci.